Donc, nous sommes sur le sujet crypto-monnaie blockchain et en quoi ça la défi, c'est-à-dire la finance décentralisée, concerne les actuaires. Donc c'est la question à laquelle Vincent, Nicolas et moi-même nous allons essayer de répondre. Le sujet est très vaste et nous ferons que l'effleurer, mais nous espérons que nous allons vous donner envie d'aller plus loin. Il existe 2 groupes de travail à l'Institut des actuaires. Un existe depuis longtemps, depuis 2016, qui est le GT Blockchain et qui dépend de la commission innovation, et un autre groupe de travail, le GT Crypto-monnaie, qui dépend également, qui a deux tutelles, qui dépend également de la commission finance. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans ces GT et comme ça vous suivez les événements et vous pouvez facilement être informé des conférences qui sont données. On en organise un certain nombre. Donc, installez-vous. Oui. Donc, pour donner une idée des enjeux de la finance décentralisée, la défi, et la flexibilité d'adaptation qu'elle va exiger, j'ai pris le propos qui a été tenu très récemment par le DG de la Deutsche Bank, qui s'appelle Paul Mallet, et je vous le cite. Il est nécessaire pour toute banque qui veut être compétitive dans le futur de s'assurer qu'elle a la capacité d'interagir et interopérer avec les systèmes défis au fur et à mesure qu'ils émergent. Cela va effectivement se produire, mais la question que tout le monde se pose est comment et dans quel ordre ? Nous ne connaissons pas la réponse à ces questions. Donc c'est vous dire qu'à la fois la nécessité d'être prêt aux innovations de la défi, donc la finance décentralisée, et l'incapacité dans laquelle on est de prévoir comment ces innovations vont venir déséquilibrer les organisations les plus établies. Donc la défi, elle repose sur la technologie blockchain, qui est, comme vous le savez, un système de registre de transactions sécurisé uniquement par la technologie, donc sans tiers de confiance habituels comme les banques, les notaires, etc. Donc l'Institut des actuaires, comme je vous le disais, s'est intéressé à la blockchain dès 2016, quand Bitcoin a commencé à être très très connu. Et en fait, nous avons voulu comprendre pourquoi le chiffrement, c'est-à-dire le cryptage, qui est une discipline mathématique très sophistiquée, très complexe, garantissait vraiment la sécurité des protocoles blockchain. Vous voyez, en tant qu'actuaire, on a abordé le sujet par comprendre le risque qu'il présentait. Et en fait, nous avons été rassurés à un petit détail près, qui n'en est pas tout à fait un, mais qui devrait se résoudre dans l'avenir, c'est que bien sûr, ça résisterait pas dans les conditions actuelles de chiffrement à l'informatique quantique, mais les 2 disciplines mathématiques, puisque les 2 sont des mathématiques, évoluent, progressent chacune de leur côté et vraisemblablement, quand l'informatique quantique sera en place, le chiffrement aura trouvé le moyen de sécuriser dans ces conditions. Le protocole Bitcoin, ça a été le premier du genre, c'était le pionnier, le plus connu, ça date de 2008, mais de nombreux protocoles se sont développés depuis. Les protocoles, ce sont des algorithmes qui donnent les règles et tout le fonctionnement des registres des transactions.
Les protocoles blockchain plus récents cherchent déjà à diminuer, pour la plupart, à diminuer les inconvénients du protocole blockchain Bitcoin, qui lui, comme vous le savez, entraîne pas mal de gaspillage d'énergie, entre autres. Et surtout, tous ces nouveaux protocoles, ils ont des capacités d'application extrêmement variées, et l'innovation n'arrête pas sur l'utilisation de cette technologie blockchain. Donc le développement de Bitcoin, il est spectaculaire, ça fait beaucoup parler de lui, il a un caractère spéculatif et une utilisation massive par les organisations criminelles qui le font voir d'un mauvais œil par quand même beaucoup de gens. Mais en fait, bien que ce soit le protocole le plus connu, la blockchain la plus connue, Bitcoin, c'est loin d'être l'élément de la DeFi, de la finance décentralisée, le plus important, le plus impliqué dans cette finance. Et ni celui qui est le plus porteur de disruption pour le monde financier et pour les actuaires dans le futur. À ce jour, les encours sous gestion dans les protocoles de finance décentralisée s'élèvent à plus de 100 milliards de dollars. Et c'est pas le Bitcoin qui représente la plus grosse part, bien loin. C'est la blockchain Ethereum qui a tout un tas de possibilités que l'on va voir tout à l'heure. Donc la DeFi, ça semble un monde à part, mais en réalité, le monde traditionnel rejoint le monde des cryptoactifs. Bon, vous savez que Tesla, si on prend cet exemple, accepte le paiement des voitures en Bitcoin. Mais si on prend un exemple plus proche du métier des actuaires, les ETF, qui sont des fonds indiciels qui répliquent un indice ou un fonds d'investissement, les ETF commencent à devenir ils se mettent aux crypto-monnaies, ils se mettent à être exprimés en crypto-monnaie. On en a un qui a été émis à New York avec un succès formidable, idem en Australie, tout à fait récemment. Donc vous voyez, les mondes qui paraissent comme ça très éloignés nous rejoignent parce qu'il s'agit d'investissement et les acteurs sont très impliqués dans la gestion financière. Donc le marché des cryptoactifs est très actif, hein, il innove en permanence, notamment dans le domaine des paiements et des investissements, et de façon peu régulée. La régulation se fait peu à peu, il a fallu faire la comptabilité, la fiscalité, etc. Mais c'est un animal très difficile à capturer par la réglementation actuelle, par le droit, etc. Donc on y arrive, mais c'est encore très peu régulé. Mais c'est dans le monde réel. Donc on va vous présenter un panorama de cette finance, cette finance décentralisée, défiscalisée un peu aussi, je faisais le lapsus, mais enfin bon, le fisc veille au grain et essaye de rattraper. Donc nous présenterons les risques et les opportunités, les perspectives en matière de moyens de paiement et de produits d'investissement. On dira un mot bien sûr de l'équilibre à rechercher entre innovation et régulation. Et comme tout ça, ça touche les finances, ça concerne les actuaires. Donc je passe la parole, je vous passe la parole à Nicolas d'abord, qui va rentrer dans les détails. Alors, en mars dernier, vous avez eu ce collage de 5000 images qui a été mis aux enchères. Combien seriez-vous prêt à payer pour ça? Zéro. Eh bien, il y a quelqu'un qui a été prêt à payer 69,3 millions de dollars. Et en fait, le graphiste qui a fait ça, c'était quasi inconnu, Beeple. C'est devenu le 3e artiste vivant au monde, après Jeff Koons et David Hockney. Donc finalement, un petit collage. Sauf que la personne qui a acheté n'a pas acheté n'importe quelle image, parce que celle-ci, vous la trouvez sur Wikipédia ou en ligne, mais le NFT, donc un jeton non fongible, qui est la preuve de l'authenticité et l'unicité de cette œuvre d'art. Alors moi, quand j'entends jeton, ça me fait un peu penser au casino.
Et il y a quelqu'un sur Twitter qui disait que finalement chaque génération génère son propre schéma de Ponzi. Donc avant c'était les billets de banque, ensuite il y a eu le Bitcoin peut-être, et maintenant peut-être les NFT. Mais vous pouvez voir aussi la blockchain sous un autre angle. C'est sous l'angle technologique. À l'origine, donc la blockchain, ça a été créé pour, comme le disait Florence, résoudre le problème des généraux byzantins. Donc vous avez des généraux byzantins qui essayent d'attaquer une place forte, sauf qu'ils ont du mal à se coordonner, ils ne se font pas forcément confiance. Donc comment est-ce qu'on règle ça? Et c'est comme ça que la blockchain a été créée pour résoudre ce problème. Et vous êtes aujourd'hui sur la nouvelle frontière de l'informatique, le Web 3 et la cryptographie, avec des marchés comme les moins réglementés, les plus décentralisés et qui ne nécessitent même pas d'autorisation pour y entrer aujourd'hui. Donc dans les années 90, vous aviez le Web 1 avec des protocoles comme HTTP pour un site web, SMTP pour le courrier électronique, mais c'était quelque part un peu la reproduction d'un magazine. Dans les années 2005, vous avez eu le Web 2, donc c'est là où vous avez l'arrivée des grands acteurs qui ont créé des plateformes. Donc aujourd'hui, vous avez eu Twitter, même s'il y avait d'autres aspects plus décentralisés, et quelque part, vous avez 5 entreprises maîtres de l'Internet. Et le Web 3 prend le contre-pied en disant non, il y en a assez de ces organismes centralisés qui sont capables de faire la pluie et le beau temps. On va travailler ensemble pour que cet Internet décentralisé soit détenu par les utilisateurs, par les constructeurs, orchestré avec des jetons. Alors vous avez un registre distribué, et donc par rapport à un grand livre qui aujourd'hui existe physiquement, il va être distribué auprès de tous les ordinateurs des nœuds, et quelque part vous allez passer d'un système centralisé à un système de pair à pair, où chaque nœud peut voir, modifier, vérifier le grand livre, et donc contribuer, avec bien sûr les aspects technologiques, à garantir la confiance et la transparence. Et ces données échangées, ça peut être aussi bien n'importe quelle forme de transaction ou d'actifs qui peuvent être traduits sous forme numérique. Ça peut être par exemple un contrat d'assurance, un dossier médical, du stockage de l'argent. Alors la blockchain, c'est un sous-ensemble de ce grand livre qui utilise des blocs d'informations pour garder la trace des transactions. Et sous forme, chaque bloc est lié au précédent sous forme de chaîne, de blocs, donc une blockchain. Donc c'est décentralisé, c'est sécurisé, c'est traçable, c'est transparent, c'est fiable. Et potentiellement, ça peut permettre d'améliorer des procédures aujourd'hui qui peuvent être parfois difficilement accessibles, lentes, coûteuses, avec à la main d'entreprises centralisées. Alors aujourd'hui, donc sur la gauche, vous avez partie des nœuds, donc chacun peut avoir accès à ce grand livre. Et à droite, vous avez la blockchain qui est une sorte d'ordinateur, puisque d'un côté avec stocker de l'information et de l'autre la traiter. Et en fait, ce qui va faire le lien entre les deux, c'est le consensus. Aujourd'hui, vous avez effectivement la preuve de travail, proof of work, qui est utilisée par exemple pour le Bitcoin, qui nécessite que des algorithmes, on craque des puzzles mathématiques. Sauf que ça consomme beaucoup d'énergie. Et comme le disait Florence, on passe en ce moment sur la proof of stake, la preuve de stake, pardon, et pas de steak, il n'est pas encore l'heure de déjeuner, qui demande à l'utilisateur de prouver la possession de jetons, et donc c'est une participation pour avoir le droit de jouer et quelque part s'il remporte la mise et de valider la tâche et d'avoir une récompense pour ça. Alors ensuite vous avez les smart contracts. Alors on peut parler de contrats intelligents, moi je préfère de contrats astucieux parce que bon ça reste assez binaire. Ce sont des programmes informatiques déterministes. Et donc la blockchain elle va exécuter les termes des contrats. Et alors là, bien sûr, on fait le lien entre le côté virtuel et le côté réel. Parce que quelque part, ça va s'appuyer sur ce qu'on appelle des oracles, qui vont aller chercher notamment dans des bases de données, des informations, les vérifier, et s'assurer que, par exemple, votre vol avait un quart d'heure de retard, ou votre train, ce qui peut arriver aussi plus fréquemment en ce moment. Et donc, automatiquement, vous proposez une indemnisation sans faire appel à un humain. Et quelque part, on est en train de passer dans une bonne illustration du code is law, donc le code informatique, c'est la loi.
avec des questions bien sûr en la corrélation entre le purement rationnel et mathématique et la traduction dans le monde concret entre un émotionnel ou est-ce que c'est le bon niveau d'indemnisation. Vous avez également un aspect qui a un impact sur l'organisation. Donc vous avez l'organisation traditionnelle en bas à droite et donc typiquement vous avez des humains au centre et à la périphérie. Progressivement on a rajouté des robots en se disant bah tiens on va mettre autour de la chaîne par exemple une chaîne de montage des robots mais c'est l'humain qui est resté au centre. Ensuite vous avez la vague en ce moment d'intelligence artificielle qui promet de tout automatiser sauf qu'à un moment donné on le voit bien d'ailleurs dans les dérives des modèles d'IA que ça ne résout pas tout et qu'à un moment donné même s'il y a un socle technologique ou mathématique il faut bien que des humains entrent dans la boucle. Et comme on cherche dans le Web 3 à sortir du tout centralisé, l'idée c'est d'avoir une organisation décentralisée avec des droits de vote. Et ces droits de vote se traduisent sur des jetons. Alors quelque part, si vous prenez une mutuelle d'assurance, c'est un peu ça, puisque un sociétaire, une voix, et donc demain ça sera un sociétaire, une voix, un jeton de vote. La crypto-monnaie, ce n'est pas qu'un l'ensemble de la crypto. En haut à gauche, vous avez des jetons de protocole, comme par exemple la crypto-monnaie du Bitcoin. C'est quelque part une réserve de valeur. Ensuite, un peu en gris, un peu plus clair, vous avez de la monnaie numérique pour des transactions quotidiennes avec des banques, c'est travaillé par des banques centrales, à la fois pour des questions de gros, d'entreprise à entreprise, des paiements interbancaires, ou de détail, demain pour des particuliers ou des entreprises. Vous avez ensuite des jetons utilitaires, des droits d'usage, des utility tokens, qui sont comparables quelque part à des points de programme de fidélité avec lesquels vous pourriez faire d'autres choses. Et enfin, vous avez des jetons de sécurité financière, ou security tokens, qui représentent des actifs du monde réel. Alors, l'idée de cette slide, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a une multitude d'éléments que vous pouvez synthétiser en disant, sur la partie gauche, c'est intangible, sur la partie droite, on s'appuie sur du monde réel. En haut, c'est fongible, c'est que vous pouvez le découper, vous pouvez le partager, l'échanger. Et en bas, typiquement, on parlait du patchwork de 5000 images en bas à gauche. C'est non fongible, c'est que c'est un cas unique. D'un point de vue pratique, vous avez différentes couches de cette finance décentralisée. Donc à la base, vous avez de la blockchain. Donc vous avez Ethereum, qu'évoquait Florence, vous avez Cardano. Sur cette blockchain vont pouvoir s'appuyer des jetons fongibles, donc par exemple des stablecoins ou infongibles. Par rapport à ça, vous aurez des protocoles qui permettront de les échanger ou d'emprunter. Il y a même du yield farming qui, en gros, je vais prêter mes bitcoins ou mes crypto-monnaies sur lequel pour que ça fasse des petits. Et enfin, au-dessus, vous avez des applications qui permettent d'interagir avec le système. En pratique, aujourd'hui, alors vous avez une multitude de startups qui travaillent sur le sujet dans le monde. Même si typiquement la Chine n'aime pas trop qu'un organisme décentralisé arrive, donc fait des actions un peu à l'encontre de ce style de système. Et en France, simplement, vous avez un radar de 2020 où on voit bien que notamment la finance, mais pas que, alimente le sujet. Vous avez le Gartner qui a sorti récemment donc, la courbe du hype, de l'engouement, et elle place la blockchain au creux de la courbe du hype, donc dans le trou de la désillusion. Mais par contre, il prévoit que d'ici 2 à 5 ans, on arrive dans un plateau de productivité. Alors, ça sera peut-être dans 20 ans, quand vous voyez, par exemple, le temps qu'a mis le premier processeur Intel en 1971 à faire des petits. Et donc, finalement, Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu vois comme risque et opportunité ? Avec plaisir, Nicolas. Donc, je vais passer quelques minutes à vous décrire, à vous présenter une cartographie des risques telle qu'on peut aujourd'hui l'appréhender sur la DeFi. Ce travail va s'appuyer sur une réflexion menée par le World Economic Forum en 2021. En préalable, d'une part, vous dire que c'est la finance décentralisée, la DeFi, donc je vais adresser dans ces quelques pages, pas l'assurance décentralisée. Ça viendra, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore c'est pas encore suffisamment structuré, consolidé pour qu'on puisse véritablement parler d'assurance décentralisée. Deuxièmement, compte tenu du temps imparti, je vais me limiter aux aspects qualitatifs
Je ne vais pas rentrer dans les aspects quantitatifs bien connus des actuaires, dans l'évaluation de la cartographie des risques, le couple gravité-probabilité. Ça, je suis convaincu que nos collègues qui ont fort bien travaillé dans le groupe de travail sur la cartographie des risques sauront s'en emparer. D'ailleurs, je les félicite pour la qualité de leur travail. Et enfin, je n'évoquerai pas dans cette cartographie des risques un risque qui fait aujourd'hui la une en général, qui est le risque environnemental lié à la consommation d'énergie de l'un des protocoles, qui est celui de Bitcoin, comme bien même le protocole Ethereum, comme l'a rappelé Nicolas, s'appuie sur un proof of stake qui est beaucoup moins gourmand en énergie. Donc, si je commence par le premier, qui est le risque financier, donc c'est un risque qui est parfaitement connu des actuaires. Que peut-on mettre en avant comme spécificité de la DeFi? C'est d'une part une facilité de transfert d'actifs et de création d'instruments complexes qui est sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, créer un actif, transférer un actif est extrêmement simple, parce que c'est du code, ça peut être fait par n'importe qui, n'importe où, contrairement aux anciens processus qui étaient basés sur des infrastructures centralisées avec un cadre juridique parfois complexe. Deuxième élément, c'est le manque d'observation historique et de modèles de valorisation sur ces nouveaux actifs, les crypto-actifs, qui sont au cœur de la finance décentralisée. La finance décentralisée, peut-être en deux mots, je reprends un petit peu le recul, c'est tout un ensemble de biens et services qui sont rendus possibles en utilisant l'infrastructure blockchain, donc de registres décentralisés. Donc ce sont des plateformes d'échange, donc de trading, ce sont des capacités d'emprunter des actifs, de prêter des actifs et de réaliser des arbitrages par exemple des arbitrages sur les rendements des actifs qui sont proposés entre les différentes plateformes mises à disposition dans cet écosystème de la DeFi. Donc, on va parler donc essentiellement des actifs et d'échanges d'actifs financiers. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas encore directement dans l'assurance, mais on s'en approche, ne serait-ce que parce que l'assurance, dans l'une de ses composantes, a un rôle d'épargne, de protéger l'épargnant contre une variation de l'épargne, son épargne. Donc ça va forcément un jour ou l'autre déborder ou infuser nos modèles actuariels et notre modèle d'assureur. Donc je disais, manque d'observation historique et de modèles de valorisation qui aujourd'hui sont robustes par rapport à ces nouveaux actifs. Et enfin, il y a un dernier aspect qui a été évoqué rapidement, qui est l'anonymat. L'anonymat des acteurs, qui peut rendre un petit peu difficile l'estimation des coûts du risque, en particulier quand on est sur du crédit. Le risque de liquidité diffère des marchés traditionnels dans la mesure où, comme l'a rappelé Nicolas, on est dans des systèmes d'organisation décentralisés, donc il n'y a pas d'organisation centralisée qui peuvent être des chambres de compensation que sont des banques, qui peuvent avoir des mécanismes de type court-circuit en cas de forte variation ou de crash, par exemple. Dans les services DeFi, tout est mis en place par l'intermédiaire du code, donc tout se gère par des mécanismes qui sont intégrés dans le code, que ce soit des mécanismes de liquidation ou d'automatisation des transactions, qui rend extrêmement éloigné l'intervention de l'humain en dernier recours pour éventuellement arrêter un mécanisme qui s'emballe, par exemple. Donc, un autre exemple de nouveaux risques, c'est les prêts instantanés. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'emprunter des actifs dans le cadre des plateformes DeFi, d'acheter des jetons, par exemple des jetons de protocole, qui peuvent vous donner un droit de vote, par exemple, de prendre une décision par rapport à une évolution de code ou par rapport à un prix d'actif, et de rembourser instantanément ce prêt, ce flash loan, après avoir donné votre décision, mais vous l'avez fait dans un temps instantané, c'est-à-dire suffisamment court pour que l'emprunt n'ait pas été enregistré, sécurisé dans le registre décentralisé. Donc ça vous donne la possibilité, par ces flash loans, d'avoir un accès quasiment instantané à des ressources vous permettant d'acheter un actif qui eux-mêmes, par l'intermédiaire du code qu'ils portent, peuvent emporter une décision instantanée sur l'ensemble de la communauté. Le coût que vous avez, vous, qui avez exercé cette action, est uniquement éventuellement le coût de mise à disposition des fonds. Ce n'est pas le coût des fonds proprement dit. Donc ça donne un effet de levier considérable. Donc pour les actuaires, l'ensemble de ces questions posera par exemple la question de comment valoriser ces actifs dans les bilans des compagnies que nous avons à gérer, ou en tant que client, comment nous l'apprécierons, ou en tant que distributeur, comment est-ce que nous le présenterons à nos clients. L'avantage de la DeFi
nativement digital et nativement non centralisé, et c'est qu'il existe tout un tas d'outils pour suivre ce risque-là. Vous en avez ici un exemple qui vous donne le nombre de transactions, la répartition des crypto-monnaies en volume au cours du temps. On voit depuis 2020 une très très forte augmentation du nombre de transactions, et donc ce qui est allé de pair avec une augmentation de la volatilité. Un autre risque, deuxième risque, qui est le risque technique, qui est lié à des bugs qui peuvent avoir lieu dans le code pour l'exécution des transactions ou la valorisation des actifs. D'après CipherTrace, qui est un des acteurs qui surveillent ce marché, la moitié des vols de cryptoactifs ont visé la DeFi, donc les plateformes de DeFi, et on considère, enfin les professionnels considèrent que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure de la croissance de la taille de la DeFi et de la valeur des actifs. Parce que, d'une part, pourquoi ce risque technique particulièrement sensible sur la DeFi? Parce que complexité technique, création récente, donc il n'y a pas eu forcément beaucoup de retours d'expérience, et interconnexion des différents protocoles entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile d'acheter un token dans un protocole et puis de basculer dans un autre protocole. Donc, autant d'interactions qui qui permettent une très très forte circulation, une très rapide circulation, et également risque systémique, mais j'en reviendrai à la fin de la discussion. Donc le risque de transaction est lié au réseau blockchain. Par exemple, ça peut être risque de transaction. Donc quand je dis réseau blockchain, c'est-à-dire à la nécessité d'enregistrer la transaction dans un registre décentralisé, que ce soit blockchain ou Ethereum. Parce qu'il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des bugs, et par effet cascade, du fait de protocoles dans la DeFi qui n'ont pas forcément anticipé cette situation, ça peut se traduire par des échecs, ou par des comportements, ou par des fraudes, ce qui était l'exemple ici là, que j'ai cité de 100 millions sur Compound, qui a été lié à un ralentissement technique qui a ralenti l'enregistrement des transactions dans la blockchain, comme je le disais, et ce qui a permis à des acteurs physiques de proposer, d'intervenir dans l'enchère en amont de la valeur de l'oracle, qui elle-même devait remonter de blockchain, et donc ça leur a donné un coût d'opportunité extrêmement fort, allant, dans un certain nombre de cas, à la possibilité de racheter à coût nul un certain nombre d'actifs, parce qu'il n'y avait plus de contrepartie, parce que le protocole de la DeFi, ou le code de la DeFi, n'était pas en capacité d'aller récupérer le prix de l'actif sur les places de marché, du fait du ralentissement du réseau sous-jacent. Le risque de smart contract qu'a évoqué rapidement tout à l'heure Nicolas, donc là c'est lié à une erreur de code informatique. Ça peut être c'est lié à des absences de texte ou d'équipes IT. Et comme la DeFi est un service financier autonome, c'est non supervisé par une équipe d'humains, même si le code va évoluer dans le temps naturellement, mais il a quand même une capacité à fonctionner de manière complètement autonome. Ça peut conduire à des pertes financières significatives pour l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que là on est véritablement dans un risque systémique. Le risque de minage que j'évoque là, c'est un risque un petit peu nouveau. Donc le mineur, dans l'organisation de la DeFi, c'est celui qui va enregistrer la transaction dans le registre distribué, dans le DLT. Donc ce risque-là, qui est aussi un risque technique, donc c'est la capacité pour le mineur d'arbitrer l'enregistrement de telle ou telle transaction en fonction d'un intérêt personnel, en fonction d'un intérêt financier. Donc il y a aussi un enjeu pour la DeFi d'atténuer ou mitiger le plus possible ce risque en prévoyant des dispositifs d'incitation ou de contrôle pour éviter que les mineurs soient en position d'arbitrer par rapport à des transactions sous-jacentes de la DeFi. Enfin, le risque d'oracle, donc c'est lié. Je ne sais pas si Florence l'a expliqué, l'oracle c'est le tiers de confiance qui est nécessaire à la DeFi pour fonctionner, c'est celui sur lequel va s'appuyer le smart contract pour aller activer telle ou telle action, tel ou tel service ou telle valorisation. Donc l'oracle, comme toute partie du dispositif, peut être défaillant à un moment ou à un autre, et donc ça peut se traduire par des réponses erronées qui vont donc conduire à des réponses erronées ou des actions erronées, et
potentiellement à des pertes de valorisation pour les acteurs qui utilisent la défi. L'une des réponses possibles est de s'appuyer sur des oracles multiples pour éventuellement mitiger le risque que l'un d'entre eux, par exemple, puisse tomber en rade. Le risque opérationnel, donc là, je remets un petit peu d'humain dans le dispositif, parce que bon, il en reste quand même un petit peu. Les humains jouent toujours un rôle crucial dans la pratique, parce que c'est quand même l'humain qui est à la base du code. Le code est un code humain, il n'y a pas encore mis de l'intelligence artificielle pour générer automatiquement du code, même s'il existe des applications no code, mais là on est dans des dispositifs où le code est mis à jour. Donc quand je parle du code, là ce sont les codes qui organisent le fonctionnement des protocoles mis en place par la finance décentralisée, que ce soit des protocoles d'échange, de prêt, de trading ou d'arbitrage. Donc c'est un risque important, le risque de mise à jour, parce que comme on est dans des organisations décentralisées, le code en général est maintenu par des communautés de développeurs, et donc avec une discussion, des choix, des arbitrages qui sont faits en fonction des jetons, des NFC qui sont proposés sur chacune des plateformes quand par exemple vous y déposez de l'argent. Donc on est vraiment dans un mode coopératif pour la prise de décision, mais la réalisation du code est confiée à des professionnels qui n'ont pas véritablement de supervision ou de contrôle de niveau 2, si ce n'est un contrôle de pair à pair au sein des communautés de développeurs, d'une part, et d'autre part, la mise à jour et la maintenance de ces applications est rendue plus complexe par le fait que le système est très interopérable, c'est-à-dire ce qu'on appelle la composabilité de la défi, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe quel protocole d'interagir ou d'intégrer les outils d'un autre. Donc là, tout ce qui est les tests de recettes, l'environnement de recettes est quelque chose qui, dans la pratique, n'existe pas. Donc les codes sont revus avant d'être mis en production directement. Ça peut se traduire d'ailleurs par des forks, donc des fourches, qui sont le résultat de divergences d'appréciation, d'absence de consensus au sein des développeurs sur l'évolution du code informatique qui propose le service de la finance décentralisée. Donc il y a eu déjà des forks sur la blockchain, il y en a eu sur Ethereum. Certains forks peuvent devenir plus populaires que d'autres, mais ça peut aussi être un facteur de confusion pour les utilisateurs parce que ça peut être à l'origine de manœuvres frauduleuses. Un troisième point sur lequel je vais insister, c'est la gestion des clés. Quand je dis la gestion des clés, c'est la gestion des clés privées qui est vraiment un enjeu fondamental pour tout système qui repose sur la blockchain, dans la mesure où le mécanisme d'identification des utilisateurs en vue de réaliser une action s'appuie sur un des mécanismes de clés publiques et clés privées. Or, là, on n'est pas dans un système privatif ou centralisé dans lequel un tiers de confiance détient les clés et peut éventuellement, le cas échéant, être utilisé en dernier ressort pour retrouver une clé perdue ou pour livrer à une autorité publique une clé permettant de tracer un certain nombre d'actions. Là, dans la défi, on est sur un système entièrement privatif. Donc la gestion de la clé repose uniquement sur l'utilisateur, avec un risque extrêmement important, aux conséquences parfois dramatiques, de perte de clé, ce qui peut se traduire de manière très opérationnelle lors, par exemple, du décès d'une personne sans qu'elle ait mis en sécurité sa clé privée. L'ensemble des actifs, des cryptoactifs liés à cette clé, ces clés privées, se retrouvent de facto complètement impossibles à récupérer, que ce soit pour les ayants droit ou que ce soit pour une autorité publique, par exemple en cas de vol. Un autre exemple qui s'était produit il y a 2 ans, je crois, en Australie, où c'était l'un des concepteurs d'une plateforme de défi qui avait disparu accidentellement et en emportant avec lui la clé qui permettait de modifier le protocole d'une partie de sa plateforme. Donc du coup, ça a entraîné le blocage complet de la plateforme et l'impossibilité pour les utilisateurs de cette plateforme de récupérer les fonds qu'ils y avaient donnés. Le dispositif de gouvernance, donc ça pose d'autres problèmes. Ça repose sur un système de vote grâce à des tokens numériques que récupèrent les clients ou les utilisateurs de cette plateforme en mettant de l'argent sur la plateforme.
Et enfin, les dispositifs de résolution des conflits, donc c'est un autre risque lié à la gouvernance, dans la mesure où, comme Florence a dit, le code is law, une fois que le smart contract est exécuté, personne ne peut remettre en cause le résultat, ne peut modifier le résultat, ni l'une des parties prenantes, ni les pouvoirs publics. Donc ça pose la question de que faire lorsqu'une fraude est détectée ou qu'une erreur dans le code est détectée, comment faire pour revenir en arrière d'une certaine manière. Donc, d'où l'importance de ces dispositifs de résolution de gouvernance qui peuvent, et qui d'ailleurs de plus en plus prévoient des mécanismes correcteurs basés sur des votes majoritaires ou des tiers externes de type Oracle. Mais on en est au balbutiement de ces dispositifs, même si ça restera un élément clé pour sécuriser et professionnaliser et industrialiser, on va dire, l'utilisation de ces plateformes de risque centralisé. Donc le risque juridique, qui est très souvent mis en avant, Florence l'a rappelé, par le fait que, compte tenu de son absence de cadre juridique précis, de son absence de localisation, il faut avoir en tête que la plupart des plateformes défis, ce sont du code, ce ne sont pas des structures juridiques, elles ne sont pas forcément localisées. Le Bitcoin, donc qui s'appuie sur le protocole blockchain, n'est pas porté par une structure, une organisation, une entreprise, voire même un État. C'est un objet juridique, une espèce d'ovni juridique. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, il y a juste un code. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Bitcoin est américain, européen ou chinois. Il ne répond pas à aucune logique. Donc effectivement, ça laisse la porte grande ouverte pour échapper, pour certains, d'échapper aux obligations réglementaires. Ça peut être le blanchiment, par exemple, ou ça peut être le KYC. Et d'autant que le système DeFi, par nature, permet une anonymisation des utilisateurs. La seule trace de l'utilisateur est sa clé publique. Et l'impossibilité de bloquer les transactions. Donc ce n'est pas la finance décentralisée en elle-même qui va augmenter le risque de fraude, mais elle va la rendre plus complexe le contrôle et en particulier l'identification des individus. L'une des portes d'entrée, l'un des moyens de contrôle utilisés par le régulateur a été le fait de contrôler ou d'encadrer les acteurs physiques qui font la passerelle entre le monde physique et le monde crypto. Donc les structures qui vous permettent de transformer des euros, par exemple, en bitcoin, ont été encadrés dans le cadre des PSAN récemment mis en place par la réglementation MiCA. La réglementation française vers l'AMF, et l'Europe y réfléchit avec sa réglementation MiCA. Il faut noter que les principaux acteurs aujourd'hui, enfin en tout cas l'un d'entre eux qui est CZ, le patron de Binance, disait récemment lors d'un séminaire sur France FinTech, soutenir un renforcement de la réglementation, d'une part pour renforcer la confiance de l'ensemble des acteurs, que ce soit essentiellement les acteurs privés d'ailleurs, les acteurs institutionnels, dans le domaine de la crypto. Par exemple, aujourd'hui, il y a un vrai sujet des banques qui ont encore certaines réticences à accepter des transactions basées sur la crypto, d'éliminer les acteurs peu fiables et d'accompagner la montée en charge de l'écosystème crypto vers le grand public. Enfin, dernier élément, ça concerne le risque systémique, donc qui décrit les conséquences des interactions entre plusieurs événements qui peuvent au final causer des crashs qui sont mal pris en compte par la crypto dans une évaluation unitaire des risques. Ça vient d'une part de l'imbrication de plus en plus forte entre le monde réel et le monde des cryptoactifs, c'est le graphique de gauche, et puis d'autre part le point que j'ai évoqué rapidement en introduction, le fait que le temps unitaire ne se compte plus en jours comme dans les institutions financières traditionnelles, ni en heures comme dans les fintechs, mais en secondes. Donc on est sur un mécanisme qui se diffuse extrêmement rapidement. Après vous avoir dressé ce panorama que j'espère pas trop apocalyptique, avec Nicolas, on va essayer maintenant de passer sur la partie des opportunités pour le secteur de l'assurance. Alors, nous avons vu que la blockchain, fondamentalement, c'est du pair à pair. Et donc, c'est pour ça que, naturellement, de l'assurance de pair à pair pourrait être générée. Nous avons parlé également de smart contract ou d'Oracle. Et donc, vous pouvez avoir de l'assurance paramétrique. Avec les questions, c'est qu'est-ce qu'on va chercher comme bonne information à l'extérieur et est-ce qu'elle sera acceptable par les assurés. La troisième, c'est que vous pourriez perdre
parce que par décès ou par oubli, vos codes et de crypto, ou être par vol. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une assurance par rapport à ça? Donc ça, c'est la première étape de la chaîne de valeur de l'assurance, produits-services. Et côté souscription, Vincent? Côté souscription, je n'ai peut-être pas d'autres convictions, on n'est peut-être pas encore là, mais enfin nos réflexions nous amènent à penser qu'effectivement la blockchain pourrait améliorer l'efficacité et réduire les coûts de la souscription en utilisant l'ensemble de la technologie liée au registre distribué, en facilitant par exemple l'intégration des clients en une seule fois, en s'appuyant sur des données mises à disposition dans les bases de données partagées, adossées sur la blockchain. Ça pourrait également être un facteur d'amélioration, de diminution de coûts, d'augmentation de la qualité ou de la conformité pour tout ce qui est la connaissance client, à partir bien entendu du moment où la technologie blockchain, donc de registre distribué, serait utilisée, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, ça commence à être le cas dans un certain nombre de pays, en particulier des pays baltes. Donc pour avoir instantanément et rapidement une information nécessaire du client avant la souscription du contrat. Et enfin, ce qu'on peut également envisager, ce serait peut-être prochainement un paiement des primes d'assurance en utilisant des crypto-monnaies, que ce soit des crypto-monnaies nationales ou que ce soit, pourquoi pas, des crypto-monnaies émises par l'assureur, pouvant embarquer nativement un certain nombre de dispositions utiles ou nécessaires aux clients, genre des programmes de fidélité ou des choses comme ça. Il y a déjà des petites choses. En Suisse, ils le font déjà. Il y a déjà des expériences. Complètement. Et puis, ça peut se traduire également au niveau de la gestion des sinistres. Parce que vous pourriez dire, finalement, j'ai payé en Bitcoin ou en Ethereum. J'aimerais bien avoir la même chose quand je suis remboursé. Ça peut être, là encore, j'ai perdu mes cryptos, qu'est-ce que vous pouvez faire? En termes de résolution de litige, à un moment donné, vous pourriez avoir des systèmes d'enchères à l'aveugle pour se mettre d'accord sur un montant. Et puis enfin, l'automatisation des sinistres pour tenir la promesse de ce qui aurait pu être fait en assurance paramétrique. En termes de supervision? Alors, en termes de supervision, c'est peut-être un petit peu de l'anticipation, même si l'ensemble des éléments qu'on a décrits là nous donne un panorama de ce que pourrait demain être une compagnie entièrement décentralisée. Un mécanisme d'assurance entièrement décentralisé. Il existe déjà des smart contracts qui le sont, mais ils le sont toujours sous couvert d'une entreprise d'assurance. L'ensemble des éléments-là, aujourd'hui, on a les briques qui permettraient de gérer, de proposer des contrats, de proposer la souscription, de proposer l'indemnisation, le paiement des sinistres ou le règlement des litiges ou le paiement des primes en utilisant des systèmes entièrement décentralisés sur un modèle pair à pair, comme l'a rappelé Nicolas. Et l'utilisation de l'assurance décentralisée aurait au moins cette vertu-là de pouvoir, de notre point de vue, très probablement simplifier considérablement tout ce qui est la rédaction des rapports réglementaires par le fait que les données seraient accessibles et disponibles en temps réel sur le système d'information décentralisé ou dans le cadre du protocole qui serait hébergé dans le cadre d'un système décentralisé. Alors c'est peut-être un petit peu futuriste, un petit peu de l'anticipation. Enfin, en tout cas, c'est une perspective qui peut avoir en tête que ces systèmes décentralisés permettraient probablement par leur construction native dans un monde digital d'automatiser ces tâches parfois un petit peu rébarbatives. Et enfin, sur la partie investissement, même si ce n'est qu'un bout du sujet, alors le Bitcoin, par exemple, ou les crypto-monnaies sont très volatiles. En revanche, elles peuvent être décorrélées des actions ou des obligations. Donc vous pourriez imaginer d'investir, alors est-ce que c'est 1%, est-ce que c'est 2%, des fonds dans ce système de support. Il peut y avoir aussi des logiques, finalement on pourrait aller chercher des fonds là-dessus, ou tokeniser des actifs, par exemple des transactions immobilières ou des prêts hypothécaires, ce qui peut parfois faire un peu peur également aux notaires. Et puis on a beaucoup parlé d'argent. Florence, qu'est-ce que tu vois comme perspective en termes de monnaie? Oui, alors effectivement, le
problème de la possibilité de la défi, comme elle se passe de tiers de confiance, elle constitue une alternative au système bancaire, aux services bancaires et financiers traditionnels. Et donc, il y a la possibilité, elle offre la possibilité, par exemple, dans des pays peu bancarisés, elle donne accès, quel que soit l'endroit où les gens sont, d'avoir accès à des services bancaires. Donc c'est une des raisons de l'intérêt au niveau international de l'utilisation des blockchains pour la monnaie. Ça peut également permettre, pour des pays où le régime est instable ou un peu spécial, le régime politique, de mettre à l'abri son patrimoine financier. Donc, il y a ces possibilités qui, bon, notre fenêtre nous concerne moins, mais c'est vraiment un des points importants de la motivation pour le blockchain. Donc, on a donc, dans cet esprit-là, on a donc assisté au développement de choses qu'on appelle des stablecoins, des cryptos stables, qui portent d'ailleurs très mal leur nom, qui au départ étaient faites pour faire des transactions, mais qui sont vite devenues, parce que ce sont des répliques de devises, souvent du dollar d'ailleurs, elles sont devenues des instruments de marché parallèle. Au lieu d'être sur le marché de la devise et de passer par les circuits traditionnels, bancaires et financiers, eh bien, on est à part, on est en parallèle sur ces stablecoins. Donc il y en a une cinquantaine de stablecoins qui existent en ce moment. Elles pèsent quand même la bagatelle de 140 milliards de dollars, dont plus de la moitié sont sur une seule stablecoin qui s'appelle Tether. Et encore une fois, elles n'ont de stable que le nom, parce qu'en réalité, elles sont assez instables, elles sont très mal solvabilisées. Dans une banque, il y a, comme pour l'assurance, vous avez tout un système de calcul de fonds propres qui doivent être là pour garantir la solvabilité. Là, c'est pas du tout au même niveau. Et ça inquiète beaucoup les États, parce que, comme dans les risques qui étaient évoqués tout à l'heure, en cas de crise et compte tenu de la croissance des volumes, ça pourrait vraiment déstabiliser la finance internationale. Donc les États cherchent des contre-attaques et il y en a plusieurs. Donc l'une d'elles porte sur des projets de mise en place par les banques centrales, avec les banques centrales, de leur propre devise. Donc c'est le cas en ce moment en Europe, où la BCE y travaille, et elle vient de mettre en place un comité d'experts pour avancer dans son projet d'euro numérique. L'idée, c'est de se faire doubler par ces marchés-là, et d'avoir les solutions institutionnelles. Et bien sûr, si cet euro numérique voit le jour, on voit bien que ça va détourner une partie des flux des banques traditionnelles, puisque les gens vont les utiliser. Et ce qui passe par la crypto-monnaie, c'est autant qui ne passe pas par le système traditionnel, qui lui finance les prêts habituels. Donc c'est une voie qui diminuerait beaucoup l'importance des banques. D'où je reviens à ce que je disais en introduction, le fait que le DG de la Deutsche Bank regarde ça de très très près et il ne sait pas comment les choses vont évoluer. Une autre manière de faire, qui est envisagée aux États-Unis, c'est qu'au contraire, on mette en place des règles qui rendent les stablecoins uniquement utilisables par les banques. Donc là, ça serait tout le contraire. Donc la première solution, elle diminuerait le rôle des banques. La deuxième, au contraire, elle leur donnerait une opportunité incroyable. Donc on voit dans quelle
Donc quel système extrêmement dont l'avenir est vraiment très incertain et la flexibilité que les banquiers, en l'occurrence, doivent avoir. Donc là, il faut quand même se souvenir qu'au départ, Bitcoin était quelque chose de... Le point de départ que vous connaissez, c'est une remise en cause de l'incompétence des institutions financières, la crise 2007-2008, la méfiance à l'égard des institutions qui démarrait déjà à ce moment-là chez les auteurs du protocole, dont le courage est limité puisque, comme vous savez, on ne connaît pas l'identité de l'inventeur du protocole Bitcoin. Donc il y a au départ de ces inventions de blockchain où on se passe de tiers de confiance traditionnels, humains, on s'appuie sur la technologie, il y a cette dimension de méfiance des institutions, de fonctionnement par consensus, et dont on voit à la fois la puissance et aussi, d'une certaine façon, la limite, parce que la gouvernance par consensus, pour faire, je ne sais pas, dans vos métiers, pour ceux qui font de la tarification ou du calcul de provision, un système d'assurance qui serait complètement reposé sur la blockchain, avec un consensus, il faudrait quand même prendre de l'élan pour arriver à trouver un consensus sur le montant des provisions qu'il faut faire pour tel risque. Bon. Donc vous voyez bien à la fois la puissance de cette technologie et en même temps son danger, si j'ose dire, mais toute nouvelle technologie a ce danger, qui serait de faire la révolution, de foutre en l'air les institutions et de s'en passer. Et donc il y a un juste milieu à trouver, d'autant que, comme je vous disais, les institutions, elles ne se laissent pas faire et elles ont des moyens, donc elles récupèrent le truc et les euros devises, l'euro numérique peut être une belle récupération. Et là, on ouvre d'autres risques que tu n'as pas évoqués parce qu'on n'avait pas parlé de l'euro numérique. Mais imaginez que vous fassiez vos courses et toutes vos consommations, que vous les utilisiez avec un euro numérique. Ben, ça veut dire que l'État aura toutes vos informations ou aurait toutes vos informations de consommation. Et comme tout le monde veille au grain, la CNIL a déjà pris position et a dit qu'il fallait défendre la vie privée et que l'euro numérique devait... Donc vous voyez qu'on est dans un monde d'idées, d'innovation, etc., dont les acteurs ne peuvent pas s'exonérer parce que ça peut pas mal changer là, tout à l'heure a été évoqué l'assurance paramétrique. Il y a des blocages pour le moment dans la réglementation, ça s'intègre mal, on ne peut pas le développer vraiment, l'assurance paramétrique en ce moment, pour tout un tas de raisons, dont certaines sont vraiment de régulation. Mais imaginez qu'on arrive à décoincer ça, ce qui risque quand même de se faire. Hein. Vous voyez un petit peu comme ça nous changerait la vie. Hein, puisque les indemnisations seraient automatiques par blockchain, etc., selon des choses qu'on aurait pu fixer au départ, hein, nous, acteurs. C'est pas la disparition des acteurs, mais c'est une modification importante. Donc c'est une hypothèse parmi plein d'autres, mais qui est réelle. Donc voilà, alors on a voulu vous faire un petit résumé, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a déjà dépassé le temps, je crois. Je ne connais pas bien la technique et si ça se trouve c'est déjà fini, mais si toutefois vous avez une question ou deux, même si elle n'est pas enregistrée, on serait ravis d'y répondre. Et puis en plus, encore une fois, si le sujet vous intéresse, vous risquez rien à vous inscrire au groupe de travail, personne ne vous mange et puis il n'y a pas... En général, mis à part quand il y a un atelier à faire comme ça, là ça demande du boulot, mais autrement on ne peut pas dire... Si quand on répond aussi au questionnaire de l'EIEPA, hein, n'est-ce pas? Là il y a un petit peu de boulot, mais c'est intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et si vous avez une question, nous vous écoutons. Oui, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, effectivement, parce que, comme l'a expliqué Florence, nous sommes en train de bâtir l'assurance décentralisée de demain, donc nous vous accueillons à grands ouverts. Oui. Moi, je ne suis pas intéressé par l'assurance, je
connais rien, je suis intéressé par spéculer avec des crypto-monnaies. Oui. Est-ce que là, vous trois, spéculent sur les crypto-monnaies ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous recommandez comme fournisseur et comme protection de la... Alors, à titre personnel, j'ai investi justement pour savoir de quoi je parlais. Donc j'ai d'un côté un ledger pour stocker des bitcoins sur une clé hors du système, avec le risque que si je décède renversé dans la rue, que ma famille n'ait pas les codes pour avoir le pouillem de... Vous n'avez pas écouté la présentation, il paraît qu'il y a des plateformes où on peut stocker sa clé en cas de décès. Oui, c'est la prochaine étape. Je ne suis pas encore dans la... Et le deuxième, c'est avec ma banque, j'ai investi dans un fonds qui est lui-même investi sur le Bitcoin, donc de Tobam. Et c'est la croix et la bannière, parce que la banque n'est pas au courant. Et j'ai sorti, heureusement, un disclaimer pour dire je suis un investisseur, entre guillemets, professionnel, parce que sinon, c'était blocage complet, alors que c'est un fonds. Donc aujourd'hui, il y a tout un aspect technologique pour investir. Alors je n'ai pas fait pour spéculer, c'est à titre personnel, c'était plus pour poursuivre. Exact. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de projets pour faire, par exemple, des obligations indexées sur des devises, etc. Il y a beaucoup de projets là. Il y a plein de startups qui travaillent là-dessus, de façon à... Mais ce qu'il faut, c'est lever les difficultés de contrôle et de régulation. Et par exemple, au niveau de la CPR, ils réfléchissent. Pour le moment, ils lâchent pas les freins. Hein. Mais ils y travaillent, ils réfléchissent. Donc il faut donner accès à ces choses-là via des véhicules sécurisés. Parce que quand même les risques dont a parlé Vincent, vous en voyez des titres dans les journaux. Hein. Il y en a quand même des belles tuiles, hein, des fraudes. Il y a des fraudes. Là, ce qu'on parle, c'est d'une formation où il y a simple 10 000 €, on peut se le permettre. Par contre, comment ça fonctionne, je ne sais pas. L'idée de base de voir concrètement et pratiquement qu'est-ce qui se passe. Ah ben, heureusement, hein, on n'a pas attendu le Bitcoin pour spéculer. Hein. Non, mais on dit tout à fait d'accord. Mais là, c'est un outil de plus. Marché, donc, avant de spéculer sur le nouveau marché, essayer de comprendre comment il fonctionne déjà. Oui. La spéculation, moi, avec ma formation traditionnelle, la spéculation, elle est quand même toujours basée sur des hypothèses. Je parie que, alors, ma conviction profonde, c'est que ce machin-là va se passer comme ça, donc je spécule. Ça va se passer comme ça repose, parce que je suis comme vous tous avec une formation mathématique, ça repose sur des choses, des hypothèses quantifiées, etc. Il est évident que ceux qui spéculent sur Bitcoin est par construction spéculatif, puisque par construction, le nombre est fini. Donc, il peut y avoir il y a deux risques à Bitcoin. Le premier, c'est qu'il y a eu un accident de bug. Mais ça fait tellement longtemps maintenant, ça c'était pour au début, mais ça fait tellement longtemps maintenant qu'on peut dire que le risque il est quasi nul, très très faible. Et donc l'autre risque, c'est que comme c'est quelque chose de très volatile, on soit obligé de sortir à un moment qui ne va pas. Mais, et au bout du compte, quand il y aura le nombre... quand on aura atteint le nombre maximum, ça n'aura plus aucun intérêt. Ça sera flat. C'est pour ça que, de toute façon, si vous vous amusez à investir dedans, soyez prêts à tout perdre. En plus, ça c'est de base. Hein. Le deuxième point, c'est que l'objectif d'aujourd'hui, c'était pas de faire le focus là-dessus, parce qu'il se passe d'autres choses. Il y a vraiment potentiellement une troisième révolution digitale, et qui va se retrouver, comme le disaient Florence et Vincent, dans notre métier d'actuaire. Vous avez toute une parenté, donc on vous invite vraiment à vous intéresser au sujet pour préparer l'avenir et notamment y contribuer.